La science nous dit que c'est pertinent de le faire. Les patients ou citoyens partenaires démontrent, l'apprécient et en demandent. Donc, rendu là, je pense que le momentum devrait être bon. Ou en tout cas, c'est ce que je me plais à penser. Je suis avec Marouane Ben Daoud. Marouane, tu as un parcours assez étonnant dans le sens que tu as fait des études en sciences politiques à l'Université de Montréal, tu as eu des échanges à l'étranger, entre autres aux Pays-Bas, tu as fait une maîtrise et tu as fait même un doctorat. Donc, tu as quand même un parcours très étoffé à ce niveau-là. Qu'est-ce qui te motivait à cette époque-là dans tes études? J'ai toujours été intéressé par ce qui touchait les conditions de vie des gens. En fait, donc je me définis comme un humaniste, donc qui cherche à améliorer les conditions de vie, la condition humaine. J'ai été sur différents sujets, mais beaucoup, notamment le logement, qui est un déterminant de la santé. Après mes 2 postdoctorats, j'ai travaillé à l'Institut national de santé publique du Québec, où j'étais donc sur les politiques favorables à la santé et l'évaluation, en fait, des politiques et des programmes sociaux. L'Organisation mondiale de la santé parle des facteurs déterminants de la santé. L'environnement est l'aspect le plus important. C'est pas nécessairement les soins de santé qui sont prodigués directement aux gens. C'est vraiment comment le lien se passe et comment la personne va faire en sorte que dans son environnement, on pourrait parler de communauté, elle va se sentir plus optimisée dans sa santé et son bien-être. Donc, c'est quand même intéressant que tu partages. Ultimement, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent vivre une vie épanouissante et le plus longtemps possible, en fait, augmenter la longévité et puis aussi la qualité de vie des gens pendant qu'ils sont... leur santé, finalement, au bout du compte. Oui, exactement. En politique publique, on parlait beaucoup de développement économique, mais il y a aussi le développement humain. Donc, des gens qui passent par beaucoup de choses, l'alimentation, l'alphabétisation, enfin, il y a un paquet de facteurs. Et l'équité. Aussi, c'est ça, oui. Ce qu'on veut, c'est faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à ça indépendamment de son background, de son bagage ou de sa position socio-économique. En fait, on veut améliorer l'état de santé de tout le monde sur le plan individuel, mais aussi collectivement pour nos sociétés. Puis quand on y pense, c'est aussi une marque de progrès, même de modernité. Si on regarde les sociétés... si on recule dans le temps, on voit qu'en tout cas, plus on avance, plus on essaie d'avoir en tout cas un accès aux soins de santé, un accès à l'éducation, bref, un paquet d'éléments qui nous permettent d'avoir une vie plus saine et en meilleure santé plus longtemps. Durant tes études, qui ont été quand même assez longues, tu as fait un post-doctorat 2, c'est ça, exactement. Ouais. Tu as sûrement croisé des gens dans ta vie qui ont été des mentors, qui ont été déterminants. Différentes personnes dans le monde universitaire. Il y en a eu ma directrice de thèse. Serait un exemple. D'autres personnes que j'ai rencontrées aussi, mais qui ont été... gestionnaires dans des organismes à but non lucratif. Donc, qui peuvent en fait m'inspirer. Me permettre en fait de grandir puis essayer d'être quelqu'un qui fait des meilleurs plaidoyers plus convaincants pour qu'on essaie en fait encore une fois c'est ça, de trouver des manières d'offrir des conditions de vie qui sont supérieures en fait, qui sont plus enviables à tout le monde. Je vois que ta fibre de ta connexion à l'être humain, elle est fondamentale. Oui, définitivement. Oui, en fait, je me réveille le matin, en tout cas, ça serait peut-être un peu prétentieux de dire que je veux changer les choses, mais jusqu'à un certain point, oui, en fait, je veux améliorer la condition humaine. C'est tout en ton honneur, sincèrement. Bravo. Merci, je fais de mon mieux là, dans le cadre de mon emploi, puis à la Fédération québécoise des massothérapeutes agréés, mais on a aussi, vu notre engagement social qui était assez important, on a aussi une fondation de la massothérapie, puis on a offert plus de 40 000 massages à des personnes vulnérables. Donc, ça a été beaucoup des gens atteints de cancer. Là, on a aussi des aînés en CHSLD, donc des femmes victimes de violences, des gens en prise avec des problèmes de santé mentale. Donc, des soins de massothérapie qu'on offre gratuitement donc à ces personnes-là. Parce que la massothérapie, c'est pas juste une approche purement mécanique, mais c'est aussi un toucher bienveillant et réconfortant. Donc, on y croit, on le fait au quotidien. C'est quand même étonnant, un virage de par ton parcours initial. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu t'investir à temps plein dans ce domaine maintenant? J'avais commencé à travailler en fait en 2008 à la Fédération québécoise des massothérapeutes. On avait, à ce moment-là, j'étais dans la dimension plus administrative. En fait, pour l'anecdote, j'ai commencé au service aux membres, en fait,
offrir du soutien donc à la pratique quotidienne des massothérapeutes, des kinésithérapeutes agréés, donc qui sont au sein de notre association. Ensuite, j'ai fait des tâches en communication. J'avais écrit le mémoire qu'on avait déposé à l'Office des professions du Québec pour créer un ordre professionnel, donc au début des années 2000. Donc, l'engagement, le plaidoyer, essayer de structurer davantage cette profession-là qui n'est pas encadrée comme dans d'autres provinces canadiennes. Et nos 3 provinces voisines, donc l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve et Labrador, ont un ordre professionnel en massothérapie. Donc, il y a plusieurs choses, en fait, qu'on essayait de mettre en place. Et donc, j'ai mis beaucoup de cœur, si je peux dire, et d'énergie. Ensuite, j'étais retourné dans le monde universitaire. On en a parlé rapidement. Et en 2021, donc, j'ai eu l'opportunité, en fait, de devenir donc le directeur général et puis depuis président-directeur général pour reprendre, en fait, ces mandats-là, ces dossiers-là. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. Et je souhaite y participer bien humblement, du mieux que je peux, pour faire avancer la profession dans son ensemble, mais aussi pouvoir former des gens, donc encadrer la profession. Et aussi, on a une dimension de protection du public qui est très forte, avec un syndic, avocat et tout. Donc, mais ce qu'on cherche concrètement, c'est offrir des soins de massothérapie, de kinésithérapie qui sont sécuritaires et adaptés à l'état de santé. Donc, pour la santé des Québécois et des Québécoises, en fait. Tu chéris aussi également de créer un ordre. C'est un des éléments sur lequel on travaille. Ce qu'on souhaite fondamental, ça serait un moyen parmi d'autres, un ordre professionnel. On pense que ça a plusieurs avantages. C'est pas parfait, le scénario est pas idéalisé, là, c'est pas une panacée, mais disons que ça rehausserait différentes choses. Mais fondamentalement, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est structurer davantage la profession, donc y donner davantage de crédibilité, de sérieux, protéger le titre de massothérapeute, parce que là, pour l'instant, n'importe qui peut un peu s'improviser. Des écoles en massothérapie, il y en a près d'une centaine au Québec. Alors, des fois, ça pousse un peu comme des champignons. La rigueur est pas toujours là, parce que ça se donne pas dans des établissements publics où il y aurait des conseillers pédagogiques, donc qui vont valider le contenu de la formation. Nous, on essaie de faire ça dans une douzaine d'écoles dans la province accréditée, mais bon, bref, on est limité. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on souhaite faire. Et on travaille aussi en concertation avec d'autres organisations dans l'écosystème, si je peux dire, pour essayer de faire mieux, en fait, de faire avancer la profession, de la valoriser. C'est l'union de tous les soins qu'on peut offrir à nos patients dans son avantage et dans l'optimisation de sa santé. Quand on s'était rencontrés, donc je t'avais entre autres mentionné toute la section sur notre site web où on fait une synthèse d'articles scientifiques, donc qui vont présenter les bienfaits de la massothérapie pour différentes clientèles, puis aussi les contre-indications. Donc c'est tout ça en fait qu'on essaie de faire. Moi, j'aimerais bien ça un jour que la massothérapie soit offerte de façon beaucoup plus étendue et de connaître justement les bienfaits qui sont énormes. C'est ce qu'on souhaite, puis je pense qu'on peut travailler, c'est ça, en interdisciplinarité. Et en tant que pharmacienne, je pense que tu dois assez bien connaître les approches pharmacologiques, si je me trompe pas. Moi, de ce que je vois, donc en étant à la fédération et puis en lisant beaucoup donc la production scientifique donc sur les bienfaits du massage, on peut accomplir beaucoup de choses qui, par moment, disons, sont réalisées avec des produits pharmacologiques. Donc, et je mets pas les approches en rivalité ou quoi que ce soit, mais disons que la massothérapie elle a des avantages donc sur le plan de la prévention, mais sur le plan palliatif, donc soulage la douleur, l'inconfort. Donc, l'état de souffrance, ça procure du bien-être. Puis ça, d'habitude, on y arrive, en tout cas, ou on réussit à y arriver avec ce qui est analgésique, antidouleur, antidépresseur, donc des pilules donc pour contrer l'insomnie, les anti-inflammatoires, tout ça. Donc, ce qu'on dit, c'est que si on réussit à avoir des bienfaits qui parfois sont atteints en prenant ces formules-là pharmacologiques. Donc, on dit, si on peut le faire de manière moins invasive, avec un toucher bienveillant, qui est réconfortant, écoutez, pourquoi s'en priver? Donc, pourquoi pas mettre tout ça ensemble? On peut faire profiter la société québécoise et l'humanité de ces avantages-là. Chaque discipline a sa valeur ajoutée. Exact. Quand on parle de soins intégratifs puis qu'on voit les bénéfices chez le patient, moi, je l'observe. J'ai des patients, par exemple, qui vont avoir recours à des soins en massothérapie ou qui vont faire plus de méditation parce qu'ils ont eu un enseignement et ils vont être
aptes à diminuer certaines doses, par exemple d'antidouleurs. Ils vont avoir moins d'effets secondaires. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on vise. Puis, il y a de plus en plus de professionnels de la santé dans leur sphère spécifique qui conjuguent leur effort et qui en discutent. Et je pense que c'est là-dessus sur lequel on doit tendre. Hein? C'est d'avoir un dialogue ouvert et de voir toute la globalité de qu'est-ce que ça peut apporter pour les patients puis notre société. Tout à fait. Puis je pense que c'est le but de la santé intégrative, hein, c'est de concevoir l'humain de manière holiste. Donc, c'est la santé, c'est pas juste l'absence de maladie, hein. C'est, je veux dire, c'est le bien-être physique, mental, émotionnel, social. Donc, les gens ont une dimension spirituelle aussi pour certaines personnes. Donc, mais bref, en fait, c'est de concevoir l'humain vraiment dans sa globalité. Puis je pense que là-dessus, on se rejoint tout à fait. Puis il y a toutes les données omiques que tu as sûrement déjà entendu parler, c'est-à-dire de voir comment même la génétique va être influencée. Bon, on parle de neurosciences, épigénétique, neuroplasticité du cerveau, mais quand on parle des données omiques, c'est qu'on va vraiment chercher dans les études scientifiques ces données justement qui vont ressortir et d'où on va observer les bénéfices à travers des soins conjugués. C'est vraiment fascinant, là. La science nous dit que c'est pertinent de le faire. Les patients ou citoyens partenaires démontrent, l'apprécient et en demandent. Donc, rendu là, je pense que le momentum devrait être bon, ou en tout cas, c'est ce que je me plais à penser, au sens où, je dirais, ça fait assez consensus, hein. Je pense que, en tout cas, au sein de la société, les gens vont vers des soins, différents types de soins en tout cas, et ils vont voir les massothérapeutes, ils vont voir les acupuncteurs, ils vont voir les ostéopathes, et en plus des professions donc très établies, donc en santé, que sont la médecine, la pharmacie, les soins infirmiers, etc. Mais c'est définitivement ce que j'observe, identique que toi. Est-ce que on pourrait parler d'un exemple que tu as observé d'un patient qui avait un trouble de santé mentale, ça peut être un trouble anxieux, choc post-traumatique, qui, à travers des soins en massothérapie, qui a bénéficié de l'ajout de ce traitement, autre ce qu'il reçoit déjà dans le système de santé? Ah ben oui, parce que ça fait longtemps. Il y a plusieurs organisations en fait qui offraient des soins de massothérapie aux gens atteints de cancer et à leurs familles. À travers le camp, on a des centaines, des milliers d'histoires qui vont accompagner des familles donc au quotidien là, avec un massage réconfortant. Est-ce que vous avez des services similaires pour les gens qui souffrent de troubles de santé mentale dans un contexte particulier? Ben, c'est sûr que nous, on représente une association de près de 5000 membres. Donc, il y a des membres qui vont faire ça dans différentes régions du Québec sans nécessairement que nous interpeller. Là, ça devient un peu leur... tout ça, mais nous, avec notre fondation de la massothérapie, où on offre des soins sans frais, donc là, oui, on peut le voir. Donc, on a un partenariat avec la Maison Bleue, dans le quartier Parc Extension à Montréal, donc qui accueille, en fait, héberge donc souvent c'est des femmes racisées, donc des femmes vulnérables, et donc nous, on offre des soins de massothérapie sans frais. Et aussi avec des gens avec des troubles de santé mentale, oui, ça nous arrive tout à fait avec notre fondation. Comme j'ai dit, c'est une des clientèles cibles avec les aînés en CHSLD. Écoute, Marouane, c'était un échange très enrichissant. Je suis certaine que ce ne sera pas la dernière fois. Puis merci pour être venu. Merci à toi de l'invitation.